merci Fixou. Bonjour à toi. Oui, alors j'ai changé un petit peu le vocodeur pour avoir une voix moins... plus comme déficateur d'ailleurs, je crois. Je crois qu'il a une voix assez similaire. Mais c'est volontaire, c'est pour paraître plus neutre. Voilà. Avec un joli psaude juste avant de démarrer. Ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, on va ouvrir une... Oh, merci de l'abonnement. Merci beaucoup, Fixou. Tu régales. Mais pas l'alerte. Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. On va s'en passer. Pourtant, elles sont bien programmées, Wisebot. C'est bizarre. Je vais peut-être pas réactiver ma connexion. Ça fait 2 mois que je me suis pas connecté sur Wisebot. Il faut peut-être que je le fasse. Oui, c'est ça. Je suis pas connecté. Alors, il faut que je me connecte. Ça fait trop longtemps que je ne suis pas connecté, c'est pour ça. Voilà. Maintenant, c'est fait. Les notifications, abonnements. On va en lancer une, voir si ça fonctionne toujours. C'est censé fonctionner. Je sais même plus comment on fait. Oh, ça fait tellement longtemps que j'ai pas testé. Réabonnement. Je ne sais pas. Mais ouais, widget alerte. Voilà, c'est ça. Widget, alerte. Édition du widget. Copier le lien. Mode test. Bon, bah, c'est pas grave. De toute façon, je vais les refaire. Faut que je prenne le temps. Bon, on va s'installer tranquillement. J'ai une boîte à ouvrir. Ah, je vais la montrer. Dans le workspace. Voilà. Je vais la montrer. Elle est là. Voilà. Et on va envoyer OBS sur l'écran. Full screen sur le... Qu'est-ce que c'est que ce truc? View, multiview. Non, je veux pas. Non, je veux pas multiview, je veux juste la vue principale. Full screen interface. Full screen projector. Voilà, c'est ça. Ici. Voilà.
Donc on va démarrer dans 5 minutes environ. Voilà. Je remets la scène principale. Tac. Voilà. Avec un joli pseudo. Il me tarde de ouvrir ce petit colis. Ça fait tellement longtemps que je l'attends. Ah oui. En plus, vendredi matin, je veux dire le pire moment. Le pire. C'est-à-dire que tu sais que de toute façon, ta journée, elle est fichue. Pour beaucoup qui partent en vacances, ça va être un stress pas possible parce que leurs congés pour beaucoup sont posés et on ne va pas revenir en arrière. Donc j'imagine pas l'angoisse. Non, on va mettre les FX. Non. Et là. Ah oui, c'est bien là comme ça. Alors personnellement, vraiment, je n'imagine pas la galère à gérer ça au quotidien. Que ça va être pour les prochaines semaines. Parce que j'imagine bien les gens qui travaillent en distanciel depuis longtemps et qui n'en sont peut-être pas revenus au bureau depuis très très longtemps et qui du coup doivent rapatrier leur ordinateur sur place. Par exemple, les gens qui ont peut-être une machine en fixe chez eux, directement. Et puis impossible de prendre la main à distance, impossible. En fait, on peut absolument rien faire à distance. Vraiment rien du tout. Pour arriver à faire quelque chose à distance, il faudrait pouvoir booter sur un média en clé USB ou autre. Mais pour certaines machines qui sont protégées, bah, du coup l'USB on ne peut pas booter dessus justement pour protéger la machine. Donc en fait on est complètement bloqué. Et d'ailleurs, je veux dire, personnellement, moi c'est ce que je fais quand je peux. C'est-à-dire j'empêche la machine d'accéder au périphérique USB pour justement éviter ce genre de désagrément. Alors même avec un IPMI, de toute façon, tu peux rien faire. Parce que pour ça, à la rigueur, tu pourrais booter en... comment ça s'appelle avec le BIOS? En EFI, pardon. Et accéder sur la partition du système si elle n'est pas protégée contre les modifications. Et en EFI, je sais pas, j'ai pas testé à modifier une partition système EFI en EFI. Parce que je fais beaucoup d'opérations via l'EFI, via le shell.EFI. Mais j'ai jamais testé de rentrer directement sur le disque pour faire des modifs sur le NTSC, sur le NTFS, pardon. Je sais pas si c'est possible. Ça pourrait être rigolo. C'est un truc à tester, ouais, en IPMI. En plus, j'ai une carte mère avec un contrôleur IPMI qu'il faut que je teste justement. Ça peut être l'objet d'un prochain live. Donc oui, ça pourrait être intéressant de savoir est-ce que c'est possible ou pas. Je pense que oui, mais ça ne fonctionne à la rigueur que pour les machines qui sont sur un réseau local. Les gens qui sont en distanciel, l'IPMI, on oublie. De toute façon, on peut rien faire. Donc les gens sont obligés de ramener leur machine en tous les cas, ou en tout cas de la renvoyer. Bonne chance. Bon, on va s'y mettre. Alors, puisque mon précieux est arrivé. Mon précieux.
Il est là, mon précieux. Ah ben les laptops. Je vois aussi, alors, pour éviter les désagréments, voilà, ça, obligatoire. Voilà, protection nécessaire. Là, pour les laptops, je vois pas vraiment de solution à part renvoyer les machines ou intervenir sur place. Pour les fixes, qui sont, ça peut à la rigueur être fait si c'est sur place en IPMI. Et encore faut-il que... je sais qu'il y a des gens qui ont des machines fixes chez eux du travail. Ils ont récupéré la machine fixe et qui l'ont chez eux, à leur maison. Bon, voilà. On est équipé. Parfait. Allez. Donc, qu'avons-nous là? Alors, c'est scellé. Hein. Je ne l'ai pas du tout ouvert. C'est toujours scellé. Voilà. Donc, nous avons ici un... C'est écrit ici, on va zoomer. Un ADR 1001E-EBZ. En fait, c'est la carte d'évaluation de l'ADR 1001 qui est une référence de tension. Voilà. Donc, on va ouvrir ça. Alors, avec le bruit du déballage, évidemment. Alors, on va essayer de déballer ça proprement. Alors, si vous entendez des gargouilles, c'est normal, c'est mon ventre. Voilà. Hop. Et mémoire morte, merci beaucoup pour le raid, merci beaucoup. En plus, j'y arrive pile poil au bon moment. Pile poil où on déballe ça. Alors voilà, là on voit. Pile poil où on déballe ça. Merci Resma. Et ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va le voir. On va le voir, on va zoomer. Un petit peu. C'est un ADR 1001. Attaque de tortue. Oui, je sais ce que tu faisais tout à l'heure. Tu faisais une tortue. Ou une crotte d'oiseau. J'ai vu ça tout à l'heure. J'ai beaucoup ri, j'avoue. Donc, on va déballer ça. Oui, je sais. En fait, il n'y a rien qui marche correctement, mais ça fait longtemps et du coup, j'ai pas encore eu le temps de vraiment creuser tout ce qui va, tout ce qui va pas. J'avoue, oui. Alors, je fais honnête, tu fais des t-shirts. Merci pour le follow. Le tuto bien. On va mettre en plus petit. Voilà. Ah, qu'avons-nous là? Et là, oui, du caca d'oiseau et Mighty, oui. Et là, vous connaissez la musique de Zelda, quand il ouvre un coffre-fort, vous avez exactement cette musique, je sais, beaucoup plus forte. Je le sais. Je peux essayer de la baisser un petit peu. Voilà, ça devrait être un petit peu mieux. J'ai baissé d'une dizaine de décibels. Hello Manon. Ouais, ça explose les oreilles. Je vais essayer, normalement ça devrait être mieux. Donc, on ouvre. Qu'avons-nous dans cette boîte? Oh, un autre sachet. Alors, c'est de la Now Device, hein, c'est toujours des trucs ultra sérieux. Donc, on referme ça pour le moment. Et nous avons un petit sachet. Alors, je suis protégé, je précise. Hein. Voilà. Protection obligatoire vu le prix de ce petit bijou. Voilà le petit bijou. Voilà le petit bijou. Et on va le voir de près, s'il veut bien. Voilà. On va faire la mise au point.
s'il veut. Voilà, la DR1001. Non, c'est une référence de tension. Oui. Alors, si, le bracelet antistatique est connecté à la Terre. C'est pas mauvaise foi. Voilà, mauvaise foi. Alors, est-ce que je peux zoomer un petit peu moins? Parce que là, vraiment, c'est assez violent. Voilà. Voilà. Si j'arrive à le faire correctement. Voilà. Très Guy. Alexia est plutôt du genre à enterrer un pic de terre à travers la dalle de sa maison juste pour le bracelet antistatique. J'avoue. J'avoue que j'ai un piquet de terre que j'ai dû refaire. Voilà. Et je suis nul tout ce qui est genre de choses et je l'ai fait. C'était difficile, mais je l'ai fait. Oui, parce que celui qui était d'origine, c'était une vaste blague. Donc j'ai mis un piquet de terre à la norme, vraiment parfaitement à la norme, voire un petit peu plus. Un bon morceau de cuivre inoxydé. Donc c'était du nickel ou du laiton, je sais plus. Voilà. Un matériau inoxydable dans tous les cas. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Du coup, quel est le sujet du stream? Alors, ceci est une référence de tension. Alors, je vais expliquer ce que c'est, une référence de tension. C'est la toute dernière référence de tension qui existe actuellement, qui est sortie donc en janvier 2024, qui est disponible au compte-gouttes, mais vraiment au compte-gouttes. Pour donner une idée de la taille, qu'est-ce que j'ai qui pourrait donner une idée? Stylet, ouais, voilà, stylet. Pour donner une idée de la taille, voilà. C'est tout petit en fait. Un seau d'eau. Un seau d'eau, oui. Non, alors ce n'est pas un stream sponsorisé. Non, non. Cette petite chose-là, 200 €. Voilà. Juste ça, ça coûte 200 €. Juste ce truc-là. Donc, c'est pas donné. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une référence de tension. Ça fournit une tension en sortie qui peut être de 5 volts, de 10 volts, de 1 volt, voilà, d'une tension bien spécifique, et qui permet d'avoir ce qu'on appelle un étalon. Un étalon, comme quand vous avez 1 mètre, voilà. Alors la sortie, donc qui peut être, voilà, vous voyez ce que c'est, hein. C'est du SMA, ou en fiche banane, ici. Mais, que je suis joueuse, on va enlever ça, et on va mettre ça à la place. Voilà. Donc, c'est une référence de tension, je vais expliquer à quoi ça sert. Donc, parce que j'ai prévu le coup. Voilà. On va passer ici. Alors, ça va pas être pratique, mais ça devrait le faire. Comment je fais pour piloter ce truc-là? Non. Voilà. Une référence de tension, à quoi ça sert et qu'est-ce que c'est? Eh bien, merci pour le raid, en tout cas, mémoire morte. Merci beaucoup. Alors, une référence de tension, qu'est-ce que c'est? Vous avez un multimètre. Donc, vous avez votre appareil, votre multimètre, avec son affichage, ses bornes. Voilà. Notre petit multimètre. Lui, vous voulez mesurer une tension. Voilà, on va dire une batterie. Une batterie de 4 volts 5, parce que c'est rigolo. Voilà. Hop. Vous mesurez et il affiche 4,5 volts. Mais là, vous dites comment il fait pour savoir que ça fait 4,5 volts. Eh bien, à l'intérieur de cet appareil-là, il y a ce qu'on appelle une référence de tension. Donc, c'est un petit composant électronique qui va fournir une tension stable, quelle que soit la tension de la pile qui est à l'intérieur de cet appareil-là. Donc, vous avez, je le fais très très simple, hein. Vous avez votre pile à l'intérieur de l'appareil qui va fournir une tension, on va dire, de 3 à
2,5 volts environ. Et vous avez un composant électronique qui est alimenté. Voilà, comme ceci. Et qui, lui, va vous sortir une tension ultra précise, on va dire, de 2,5 volts. Et ces 2,5 volts, merci pour le sub Inspired 682. Ah, mais c'est un sub offert par Rodorable, merci beaucoup. Alors, je dois rater des alertes, hein, je suis désolé, il faut que je regarde ça plus tard. Donc, cette référence de tension fournit une tension de sortie de 2,5 volts, précisément. Mes amis, comment on sait que les 2,5 volts sont bien en 2,5 volts? Eh bien ça, Isnoff, je vais l'expliquer, mais pas tout de suite. Donc, puisqu'on a 2,5 volts, et qu'ici on a 4,5 volts environ, mais on ne sait pas vraiment. Donc en fait, pour savoir qu'à l'entrée on a 4,5 volts, on les compare à ces 2,5 volts. Et comme ça, on sait exactement que ça fait toujours 2,5 volts, en comparant cette tension à celle-ci, avec un convertisseur analogique vers numérique, ça va nous donner une valeur de 4,50 volts. Voilà. Et comment on sait que ça fait effectivement 2,5 volts? Eh bien, pour ça, on utilise une source de Josephson. Voilà. Voilà, j'ai répondu. Allez, question suivante. Non, on va pas détailler. On va plutôt tester ça. Voilà, on va plutôt tester ça, parce que c'est ça le but quand même de la vidéo du jour. Donc, cette petite chose, on va la tester. Stop and follow. On met dans la prise? Non, on va l'alimenter. Et pour l'alimenter, ce qui est génial, ce truc-là, parce que c'est justement une carte d'évaluation, alors on peut lui fournir du jus en direct. On va regarder. Voilà, ici. Alors, comment on fait? Je crois qu'on peut lui fournir du jus ici. On a le 5 volts USB qui doit être là, ça doit être ça. Une masse numérique, une masse analogique ici, une autre masse analogique sur TP4 ici. Et là, qu'est-ce qu'on a? La tension de sortie. J'ai pas regardé les datasheets de ce truc-là. Et puis surtout, alors je sais pas si vous voyez, mais c'est épais. Alors cette partie-là sert à isoler thermiquement le composant qui est à l'intérieur, que je ne peux pas toucher. D'ailleurs, on le voit, il est... Alors, je vais essayer de montrer mieux que ça. Déjà, on va mettre la lumière. Voilà. Déjà, à l'intérieur, vous voyez, le circuit imprimé, il est découpé pour justement avoir le moins d'effet thermique possible. On va le voir de l'autre côté également. Il est vraiment très, très découpé. Alors ça sert d'étalonnage, mais celui-là, ce composant à l'intérieur, il peut servir d'étalonnage puisque c'est un des meilleurs au monde. Voilà. Et en plus, il est tout nouveau. Donc, comme il est nouveau, on reste prudent sur est-ce qu'il va être bon dans le temps. Voilà. Parce qu'il est annoncé depuis déjà, je crois, 2021 ou 2022. Donc, pour l'instant, on ne sait pas trop ce que ça va donner dans le temps. Mais a priori, connaissant Analog Device, il n'est pas impossible que ce circuit devienne la future référence d'étalon pour les appareils de très haute précision comme celui-là, qui utilise un composant similaire. Voilà. Donc, il n'y a pas de pâte thermique, ça va cramer. Ça chauffe quasiment pas. Ça ne chauffe quasiment pas. Et d'ailleurs, on va voir comment ça consomme. Alors, première chose déjà, on va le brancher. Parce que c'est bien beau de jouer, mais à un moment donné, il faut brancher. Hein. Alors, est-ce que mon fil est assez long? Oui. Donc, la tension de sortie positive ici et la tension de sortie négative ici. Donc, ici, on a un méplat qui indique la masse. Et on est branché. Et donc, ici, on voit sur le multimètre, on a 0 volts.
on est bon. Voilà, on efface la lecture. Voilà, et maintenant, il ne reste plus qu'à l'alimenter, et ça explose. Et ce qui est bien, c'est que ce petit truc, c'est de l'USB-C. Alors non, celui-là, non, parce que ça, c'est une carte d'évaluation. Par contre, je vais vous montrer un appareil qui sert à étalonner. Donc, on va le brancher. Voilà, il s'allume et il s'illumine. Et c'est formidable. Et comment on fait pour inverser ce truc-là? On voit rien. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc cet appareil, ici, que vous voyez là, celui-là. Donc le tutoriel comme tu demandais, ça par contre c'est un étalonneur. Voilà. Merci Manon d'être venu. Bon dimanche à toi. Donc, lui il veut se barrer, il a envie de partir en vacances. Non, on part pas en vacances aujourd'hui. On reste là. Donc cet appareil est un étalonneur, donc lui, il fournit, là je l'ai réglé sur 10 volts. Il fournit une tension de 0 volts à 10 volts. J'ai l'impression de retourner à l'école et en mieux. Merci le tutoriel. Donc ça veut dire que je peux lui dire sors-moi une tension de 1 volt, de 2 volts, 3 volts, 2 volts 5, 4 volts 2, etc. Je lui programme la tension et on voit le nombre de chiffres après la virgule. Il est précis à ce niveau-là. Le Pio 3D, merci pour le follow. Merci beaucoup. Donc qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit la tension en sortie, donc, de notre appareil, 4,993. Donc, 4 volts, 993 millivolts et 283 microvolts. Et on voit que c'est stable. Parce que 288, 286, et ça ne bouge pas. On va attendre un peu. Donc, il sort 5 volts. Hello, Toine. Hello, le Pio. Il y a trop de lumière, j'ai l'impression. Voilà. Non. C'est laquelle le caméra? Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Oui, voilà, c'est mieux comme ça. Donc ça consomme pas grand-chose, ça consomme 100 mA. Il faut attendre un petit peu. Alors normalement, il ne faut pas le manipuler, évidemment. On attend un peu. Voilà, il consomme 100 milli, c'est pas énorme. Hein. Ah. Je sais pas si vous avez entendu, il y a un petit peu d'orage. Et ça revient donc. Donc c'est en train de revenir. On va voir. On va espérer que ça tienne. Alors 200 balles pour un truc qui sort du 5 volts, et c'est pas exactement 5 volts. Alors non, ce n'est pas exactement 5 volts. Pourquoi? Alors, je vais expliquer pourquoi. Pourquoi ça ne sort pas exactement 5 volts? Parce que justement, ce n'est pas censé sortir exactement 5 volts. On va mettre ça pour caler un petit peu. Donc cet appareil-là, il n'a pas été étalonné en 5 volts. Il a été réglé pour grosso modo sortir 5 volts. Mais sortir 5 volts de façon stable. C'est-à-dire que la valeur que l'on va avoir, oh là là, vous avez vu, la consommation est descendue. On est passé de 0,99 à 0,93, 0,94. Donc on a baissé un petit peu en consommation. En fait, ça veut dire que le composant se stabilise. Au début, il monte en température, et quand la température est stabilisée, je crois qu'il est calé pour 60 ou 65 degrés, je sais plus, il faudrait que je regarde la doc. Donc au début, il monte en chaleur, il monte en température, pardon. Une fois qu'il est stabilisé en température, la tension de sortie que l'on voit ici, elle va se stabiliser. Donc là, on a 4,993 273. On va effacer et on va voir les valeurs que ça va nous faire. Parce que là, on a l'impression que ça se stabilise. Alors, parce que les lois de la thermodynamique nous cassent les pieds, pas que. Parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qui rentrent en ligne de compte quand on fait des tensions de très très grande précision. Il y a beaucoup d'effets. Et ce composant, en fait, justement parce que les pattes sont, notamment l'effet Seebeck, parce que les pattes sont ultra courtes,
du coup, on n'a pas ce genre d'effet, c'est-à-dire des tensions qui vont se créer à cause de la longueur des pistes. Donc déjà, ça c'est une chose. Ensuite, les lois de la thermodynamique, ce qui fait que l'expansion, la réduction, tout ça, le travail mécanique des composants par rapport à la température, ce composant est fait exprès pour justement que ça n'arrive pas. Ensuite, à l'intérieur, il y a des parties du composant qui sont chauffées et maintenues à une température. Alors, avoue, t'achètes pas ça parce que ça a un quelconque intérêt pour tes clients, mais juste parce que ça te faisait kiffer. Alors, oui, mais pas que. Voilà, on voit que la consommation est descendue encore. On est passé à 87, 89 milliampères. Voilà. Et on voit qu'ici, la tension, alors je sais pas si vous voyez, voilà, on voit pas très bien à cause du fil, je suis désolé, je ne veux pas trop le déplacer. Alors, tant pis, on va le déplacer un petit peu. Ah non. Voilà, on va mettre là. Toi, tu t'en vas. Voilà. Alors, ça me fait kiffer. Oui, complètement, j'adore tout ce qui est électronique de précision, évidemment. Mais parce qu'en fait, je vais fabriquer ce qu'on appelle une référence de tension ultra précise à très très long terme. C'est-à-dire que des composants comme ça, juste cette partie-là, hein, parce que l'ensemble coûte 200 €, mais ce composant au milieu, lui seul, il coûte dans les 70 €, et je vais en acheter une petite tripotée que je vais mettre en parallèle justement pour avoir ce qu'on appelle une référence de tension très stable dans le temps, que je vais envoyer faire étalonner. En fait, je vais envoyer ça à un laboratoire qui va mesurer sa tension et qui va me le renvoyer. Et l'objet après, c'est de pouvoir calibrer mes autres appareils en fonction de tout ça. Oui, c'est des prix de fada. Oh, oui, complètement. Alors, ça me rappelle tous ces composants que je regardais dans un catalogue d'une société à Beauvais. À Beauvais. Non, RS, ils sont où? Je sais plus. Des tas d'appareils dont je n'ai jamais compris leur fonction ni leur fonctionnement. RS, donc Radiosphere, ouais, c'est ça. Merci le tutoriel, merci Toile. Donc voilà, donc là ce que l'on voit, c'est que l'appareil, il a déjà fait 42 mesures, donc environ 87 secondes, puisque une mesure dure 2 secondes. Et il y a un écart de 1,2 microvolts. Ah, l'orage. Donc c'est stable. Après, il faut voir avec le temps. La consommation a baissé, on est passé à 0,86, 87, c'est stable. Alors il faut savoir que, effectivement, c'est alimenté en USB. Mais on a ce petit composant que je ne vais pas toucher, qui fait en fait l'isolation USB et la régulation. Oh, à l'orage, au désespoir. Bien joué, Trégui, bien joué. Donc voilà, là il est stable en température, j'ai l'impression, 83, 87, 86 milliampères, c'est pas énorme. Alors on peut l'alimenter en direct, il faudrait que je regarde le schéma, mais là déjà c'est pour mesurer sa variation, c'est-à-dire que là je le fais tourner aujourd'hui, je vais le laisser tourner pendant un bon moment, voilà, voir un petit peu ce qui se passe, et dans quelques temps, je vais le rebrancher, voir un petit peu si les valeurs sont les mêmes. Alors, rue Norman King à Beauvais, je l'ai assez lu sur les bons de livraison. Je me rappelle plus l'adresse de RS. Ça fait longtemps que je n'ai plus commandé à RS, j'avoue. J'avoue que maintenant, alors c'était DigiKey passé un temps, et puis j'en ai marre de payer les taxes, tout ça. Et maintenant, je me déroule toujours avec Mouser. Mouser qui a un service incroyable. Vraiment incroyable. Donc voilà, donc c'est stable. Très stable. Et alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on va essayer de faire autre chose. On va essayer de mesurer la tension de sortie par d'autres appareils. Ah oui, incroyablement stable, oui, parce que là, on a déjà fait 76 mesures. Et la déviation standard est de 1,8 microvolts pour un span de 6 microvolts. C'est vraiment très très faible. Sachant qu'à l'intérieur de cet appareil, il y a aussi une référence de tension qui est assez similaire à celle-ci. Mais en ça, c'est cher, faut pas être un rat.
Alors non, pas du tout. C'est pas du tout pour ça que ça donne pas exactement 5 volts. Alors, ça donne pas exactement 5 volts parce qu'il n'y a pas de calibration pour cet appareil-là. En fait, la calibration se fait par un composant. Alors, je sais pas si vous le voyez, on va essayer de zoomer avec ça. Avec ça, on va essayer de zoomer ici. Alors, comment on zoome déjà avec ça? Ici. Et voilà. Et on va les tirer. Voilà. Voilà. La raison pour laquelle ça donne pas 5 volts, vous voyez R8. R8 est juste là. La résistance R8, en fait, c'est elle qui va décider de la précision de la tension de sortie, notamment. Donc, si mes souvenirs sont exacts dans le datasheet que j'avais lu, si R8, donc R8, quand on va l'acheter, elle aura une valeur, on va dire 10 kOhms par exemple. Mais quand on va acheter 10 fois la même résistance, les 10 n'auront pas exactement la même valeur. Il y en aura une qui aura 9,99, une qui aura 10,1, l'autre 9,998, etc., etc. Donc, la tension de sortie dépend notamment de cette résistance R8 et également des composants qui sont à l'intérieur de ce circuit intégré. Et entre chaque circuit fabriqué et chaque résistance fabriquée, il y a une marge d'erreur de fabrication. Par contre, une fois que ça fonctionne, c'est stable. C'est stable à que dalle. Vraiment à rien. Donc, là, ça pourrait être encore plus stable. Déjà, ça pourrait être encore plus stable si on enlevait ce truc-là et qu'on avait une source d'alimentation encore plus précise. Déjà, si la source d'alimentation était beaucoup plus précise, on y gagnerait. Ensuite, on y gagnerait également si l'isolation thermique de ce bloc-là était meilleure. On y gagnerait également si on mettait tout ce bloc-là, tout le composant ici, toute cette partie-là, tout, dans un blindage. Un vrai blindage. Et après, il faut être honnête, ça n'a aucune importance, ça donne 4,99 ou 4,98 ou 5,01, ça n'a aucune importance. Ce qui est important par contre, c'est que quand je le branche et que je laisse brancher pendant 6 mois, la valeur que ça donne aujourd'hui, il faut que dans 6 mois, ce soit quasiment la même. Mais la même à moins de 1 ppm. 1 ppm, c'est 1 pour 1 million. Voilà. C'est-à-dire 0,0001%. Du coup, il faut une résistance très précise. Oui, il faut la mesurer très précisément, donc il faut calibrer l'outil de mesure très précisément. Le serpent, la queue. Oui, mais on a des outils pour ça. Mais bon appétit, Trégui. Merci d'être venu. Donc oui, mais en fait, on ne fonctionne pas comme ça. On va pas forcément calibrer, on va pas forcément chercher à calibrer le composant pour qu'il donne précisément 5 volts en sortie. C'est pas ça qui est important. Le cursus électronique, oui, totalement. Oui, oui. On va plutôt chercher à ce que, déjà, on connaisse sa tension de sortie. Donc là, l'intérêt du live, du coup, je vais revenir sur cette vue ici. Même si c'est un peu... La vue est cramée. Voilà, à cause des reflets, tout ça. Si. Voilà, on va déplacer. Ici. Voilà. Et si j'éteins? Ouais, c'est cramé aussi. Trop de lumière tue la lumière. Alors en bougeant, effectivement, ça va faire également des variations. Non, c'est pas ouf. Bon, c'est pas grave. Donc ça donne déjà une idée. On a vu également, on voit aussi, hein, là je le bouge un petit peu. Alors la tension de sortie, donc on a vu 4,993 volts, 265 microvolts. Donc je le bouge un petit peu, et puis on va essayer de faire varier sa tension. Alors pour la faire varier, eh bien je vais le chauffer. Je mets mon doigt dessus, et effectivement il est chaud. Je sens que c'est tiède. On va voir ce qui se passe. Donc déjà, hop, le courant a augmenté. Parce qu'en fait, mon doigt
est plus froid que le composant à l'intérieur. Donc en fait, je capte de la chaleur. Du coup, il est obligé de compenser en augmentant sa consommation, donc en chauffant davantage. Donc il me chauffe le doigt. Et la tension de sortie n'a pas varié. Ce qui est plutôt bien. Ah si, ça y est, elle a un petit peu baissé. On a perdu 1 microvolt. Juste en mettant le doigt. Alors, j'imagine les applications pratiques dans des tas d'appareils informatiques comme des NAS qui doivent être parfaitement stables en permanence. Alors là, non, ça va pas servir à ça. Ça va servir, ce genre de composants, ça va principalement servir à des multimètres et à des convertisseurs analogiques numériques ou bien numériques analogiques. Un exemple très très simple de convertisseur numérique analogique ou analogique numérique, c'est les convertisseurs audio, qui eux ont besoin également d'une référence de tension très précise. Quand on veut une qualité audio importante, quand on a des convertisseurs qui font 20 bits, 24 bits, si on a des références de tension qui varient énormément dans le temps, quel intérêt d'avoir autant de bits s'ils ne sont pas exploités, s'ils sont noyés dans le bruit ou dans l'imprécision de la référence de tension qui fournit une base de travail. Si la base de travail est mauvaise, la qualité sortie est mauvaise. Donc, par exemple, ce composant peut être intégré dans un convertisseur audio, des cartes de capture, ce genre de choses. Donc, dans l'audio, ça peut être utilisé, en vidéo également. Oui, les vrais, hein, je parle pas des... Un UPS stable à 10-6 près et autant de zéros dans le prix. Bon, dans un UPS, je pense pas, non. Honnêtement, j'en pas trop l'intérêt dans un UPS. À part mesurer... Non. Oh, on a vu. On est passé à 79 78 milliampères. On baisse un petit peu. Alors c'est pareil, au plus la précision est pas fou. Donc on a perdu 1 microvolt, 2 microvolts, ça y est. Donc ça reste relativement stable. Donc je vais le laisser tourner. De toute façon, voilà. Voilà, c'était la présentation du jour. Ce superbe composant, magnifique, beau. En plus, c'est beau. Voilà, c'est juste très très beau. Donc dessous, hein, je vous remontre. Alors, je ne sais pas si on va le voir. Je vais essayer de le montrer. Il y a un plan de masse, un peu space. Est-ce qu'on va pouvoir le voir? Microscope, toi, viens là. Voilà. Voilà ce qu'il y a derrière. Il y a un plan de masse gigantesque pour répartir la chaleur. Derrière le composant. Et aussi pour l'isoler. Voilà. Alors, c'est pas juste parce que les idiophiles sont prêts à payer n'importe quoi 50 fois son prix si tu leur fais croire que ça améliore le son. Oui, alors... Oui, maximiser l'inertie thermique. Totalement. Alors, ça sert à deux choses. Effectivement, maximiser l'inertie thermique, oui. Et ça sert aussi à le blinder au moins d'un côté. Même s'il faudrait que je sois blindé sur les 6 côtés. Bon, malheureusement, c'est un composant d'évaluation, il faut pouvoir intervenir, il faut pouvoir faire des bidouilles, donc non. Il n'est pas entièrement blindé. Alors, il y a des composants qui coûtent une blinde en audio, ou en vidéo, ou dans plein de domaines, et c'est pas pour rien. Voilà, parce que dans certaines parties de ce matériel, il faut des composants de très 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 haute précision. Et l'AD R1001, donc là que l'on voit bien, il en fait partie. Donc ce composant peut-être équipera demain de nouveaux appareils. Alors, qu'est-ce qu'il a comme intérêt, ce composant? C'est que par rapport à l'ancien, qui est ce qu'on appelle le LTZ 1000,
Le LTZ1000, j'en ai pas, j'en ai un sous la main, mais il est planqué dans un appareil, donc je vais pas pouvoir le sortir. L'intérêt de cette carte d'évaluation déjà, et l'intérêt de ce composant. Pourquoi ils l'ont sorti? Parce que pour faire une référence de tension très précise, qui va sortir 5 volts ou 10 volts ou 2 volts 5, peu importe, il faut beaucoup de composants, plus un composant de base qui coûte très cher. Et le coût global de l'ensemble pour arriver à ce niveau de précision, donc nécessaire pour des appareils de mesure, on est entre 500 et 1000 euros. Une petite carte. C'est-à-dire qu'avant, cette petite carte, pour l'ancienne génération, donc avant, cette petite carte, pour l'ancien composant, coûtait entre 500 et 1000 euros, la carte. Aujourd'hui, cette petite carte coûte seulement 200 euros. Et en fait, cette petite carte, finalement, la plus importante, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, cet élément-là. C'est ça qui coûtait si cher. Et aujourd'hui, cet élément-là, on a divisé le prix par 5 pour, en théorie, une qualité au moins équivalente, voire supérieure. Voilà. Donc l'intérêt, c'est que je ne suis pas la seule personne à le faire, mais il y a de plus en plus de monde qui sont en train de l'évaluer, ce composant. De toute façon, il est sorti en janvier 2024. Donc déjà, il faut réussir à l'avoir. C'est très compliqué parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Les usines sont prises d'assaut pour d'autres composants. Donc, quand on en a, on est ravis d'en avoir un, déjà. Et donc, qui c'est qui a testé? Il y a XDev qui a testé. Est-ce que ça sert au constructeur de cartes mères d'ordinateur? Non, aucun. Enfin, ça pourrait, mais ça sert à rien. Ça n'a aucun intérêt dans l'informatique généraliste. Aucun intérêt. Vraiment. Par contre, ça peut servir pour d'autres choses qui sont liées indirectement à l'informatique. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, donc des cartes de capture audio, de qualité studio, pour faire un enregistrement de qualité. Mais sinon, dans une carte mère, ça n'a aucune utilité. Ça servira juste à rien. Voilà. Voilà, ça c'était le composant que je voulais montrer aujourd'hui. Donc on va l'arrêter et on va voir ce qui va se passer. Donc on tourne ici à 262 microvolts. Non, carte de capture HDMI, aucun intérêt, c'est du pur numérique. Base de temps, exactement. Base de temps, j'ai prévu d'en monter une, d'en faire une. Alors non pas d'en faire une, mais d'en récupérer une, d'en modifier une. Synchronisée par GPS et stabilisée. Donc j'en ai trouvé 2-3 sur AliExpress et sur Amazon. Ça sent pas trop cher. Il faut que je vois, parce que l'intérêt c'est d'avoir une horloge parfaitement à l'heure, quelque chose qui marche bien tout le temps. Donc je vais l'éteindre. On va le laisser refroidir un petit peu. Voilà. Voilà. Et pendant qu'il refroidit, on va faire autre chose. C'est ce que j'avais prévu. Donc, vous allez me dire ce que vous voulez ouvrir. Donc, je vais vous montrer. J'ai 2 alimes de PC. J'ai celle-ci. C'est du Corsair, ça vaut pas grand-chose. Hein. C'est Noël. Oui, avant l'heure. Alors celle-ci, ce qui est intéressant, c'est que le 5 volts n'est plus à 5 volts justement. Elle sort 4,6 volts. Et 4,6 volts, le seul défaut, c'est que certains SSD, ils n'apprécient pas beaucoup. Et du coup, ils s'éteignent. Donc on va ouvrir celle-ci. Voilà. Pour voir un petit peu ce qu'il en est à l'intérieur et comment ça marche. Voilà. On va essayer de trouver des vis. Il y en a. Une M&M avec un logo Corsair. Oui, écoute, en plus elle est toute poussiéreuse parce qu'elle a été utilisée il y a peu et elle a été remplacée par une Seasonic, je crois. Je sais plus. Alors, on va utiliser le tournevis magique que j'ai encore du mal à utiliser. Voilà, ce truc-là.
sais pas, je sais jamais quand ça marche. Non. Alors je tourne. Non, ça marche pas. Je pigerai jamais ce truc. Je pigerai jamais comment ça fonctionne. Là, il visse. Alors bon, on laisse tomber. On va pas utiliser celui-là tournevis. C'est dommage parce que je l'aime bien. Alors, je vais chercher un vrai tournevis. Alors, ça dépend des SSD. Par exemple, j'ai remarqué que donc des SSD, des Kingston, des DC600M, donc des SSD d'entrée de gamme en data center, ils supportent mal les tensions faibles. Ils ont une mauvaise tolérance aux tensions trop basses. Alors que également, attendez, je dis pas de bêtises, j'avais pas un sous la main là. Non. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme SSD? Des MX500. Les MX500 supportent pas également, alors que des Samsung, c'était des 840 ou des 850, je sais plus. Eux, ils supportaient bien, 4,6 volts, ça les dérangeait pas. Bonjour Bartivan. Allez, on va ouvrir ça et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça passe un bon dimanche. Tout à fait. Donc on a fait d'abord une référence de tension qu'on a testée dans un premier temps. Et là, on va ouvrir une alim qui ne veut plus fournir du 5 volts. De toute façon, elle est sacrifiée, celle-là d'alimentation. Donc, je compte pas la remonter. Oh non! Non, les machines sont pas pourries dans les data centers. Non, au contraire, c'est des bonnes machines. Machines de qualité, le data center. Fiable et durable. Alors, comment ça s'ouvre? Déjà, on va enlever ça, ça me gêne. Hop. Non, oui, c'est naturel, c'est ma voix naturellement. D'avoir une petite grippe en ce moment, c'est peut-être pour ça. Comment ça s'ouvre? D'avoir une étiquette qui gêne, j'imagine. Genre une étiquette de garantie. Ou c'est le ventilo. C'est le ventilo qui gêne. Ouh là là, c'est poussiéreux. Voilà. Donc le 5 volts, il est mort là-dessus. Non, c'est un vocodeur. La voix. Alors, le 5 volts, là-dessus, est-ce qu'il y a un condensateur qui a l'air en mauvais état? Non, tout a l'air bien. Tout a l'air bien. Alors, on va essayer de voir de près. Hop, au microscope, voilà. Très poussiéreux, évidemment. On va donner un petit coup. Alors, ça met la poussière dans les airs, hein, tant pis. Ils ont l'air en bon état. Hein. J'ai un grain de voix unique, bien sûr. Unique. Alors. Non, c'était un vocodeur. C'est un choix. Donc, il n'y a rien de particulier. Donc, si le 5 volts il est pourri, c'est que la lime est pourrie. Voilà, donc celui-là, il a l'air bon. Bon aussi. Tout m'a l'air très très bien. Non, ils m'ont l'air très très bien, les condensateurs. Eh bien non, mais cette alim, elle est en mauvais état. Voilà, eh bien on va lui dire adieu, hein. On va la remercier, et elle va nous servir de test. Ben, du coup, on va l'ouvrir. Alors, elle n'a pas fonctionné depuis longtemps, donc on n'a pas beaucoup de risques de s'électrocuter, mais on va quand même la tester. Alors, comment ça s'enlève ce bidule? Hop, on va remettre la vue là.
Comment ça s'enlève ces trucs-là? Ah oui, j'avais pas vu. On va essayer de pas se... Ouais, de toute façon, elle va finir à la poubelle, donc on s'en fiche. Il me faut une pince. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, ben, c'est bien, on va voir comment ça marche, une ça va être rigolo. Et puis, ouais, en même temps, on va essayer de dessouder un condensateur, puisque c'est ce que j'avais fait la dernière fois. Alors, quand t'as pas de force comme moi, tu fais comme tu peux. Voilà. Si j'arrivais à arracher ça, ça serait bien. Mais... Voilà, ça y est, c'est parti. Ça s'est envolé. Ça ne reviendra plus. Bon, on va tout couper. De toute façon, ça sert à rien. Je ne compte pas la remettre en marche de toute façon. J'aurais dû prendre une pièce plus grosse. Je vais chercher une pièce plus grosse. Exactement, un grand coup de main, c'est le mal écuré. Voilà. Ça sera plus... Bon, beaucoup plus simple. Voilà. Oui, ça, on pourrait le faire. Alors, très franchement, on pourrait le faire. Donc, déjà, on va faire un truc. Mais tiens, j'ai un multimètre de mauvaise qualité. Non, mais on va pas faire honte quand même. Je suis une chaîne de précision, donc on va prendre un multimètre de précision. Enfin, d'un peu meilleure précision. Voilà. Voilà. Non, mais c'est vrai, honnêtement, je suis sûr qu'on peut faire des trucs rigolos avec. Ah oui, alors, Capri aime bien, il suffit de cloquer la mesure de courant et attendre. Donc déjà, il n'y a pas de jus. Ici, il n'y a rien. Et là, le pont de diode. Voilà. C'est isolé complètement. On va voir s'il y a du jus à l'intérieur. Il n'y a plus rien. On est tranquille. On craint rien. Voilà. C'est pas une flic. C'est en forme ce matin. Enfin, ce matin, il est 13h quand même. Après, je vous rappelle qu'on va remesurer notre module. Hein. Bulzoid, oui. Donc déjà, le PCB, je vais être très honnête, hein, le PCB, il est vraiment affreux. Vraiment. Je comprends pas que ce soit aussi moche. Et c'est vraiment du corsaire dans cette gamme. Hein. C'est vraiment de la daube. Voilà. De toute façon, tout finira à la poubelle. Alors, qu'avons-nous là? Ah, avec des gros morceaux de poussière dedans. Ah, c'est bien sale. Alors, notre entrée. Ah, c'est bien, hein. C'est bien, c'est propre. Ça doit être le Power Good, j'imagine. Le Power Good, c'est pour démarrer l'alimentation. Oui, c'est un PCB, oui. Et il est moche, il est affreux. En plus, ils ont fait... Alors, je sais pas si vous voyez... ils ont fait des petites étoiles. Ils ont fait des petites étoiles. Ils ont fait des étoiles. Vraiment, ils ont rien d'autre à faire. Donc, on voit ce que c'est un E5000, je sais pas, E2064.
faire? Je sais pas. Communiste, oui. Et alors, le composant qui sert à la régulation, c'est quoi? Alors, je ne peux pas faire de recherche, je sais pas ce qu'il faut. Alors, on va essayer de faire un angle. Voilà. C'est quoi? SIST 96 A29, on dirait. Je suis pas sûr. Ah, voilà. ST9S 429, c'est ça, hein? Voilà, si vous voulez regarder ce que c'est. Citronix ST9S 429, donc c'est le contrôleur. J'imagine, il y en a un deuxième ici, ça va être pour le PFC. Non, ah non, ça c'est, on dirait un optocoupleur. Là aussi, il y a des optocoupleurs ici aussi. Et ça, c'est quoi ce truc-là? Un opto? Non. Ah non. Je connais pas, je vois pas ce que c'est ça. TNY 177 PDA, ça doit être un contrôleur de MOSFET, on dirait peut-être, je sais pas. Ou un truc pour détecter le courant. Tu es dehors si tu peux pas. Ouais, c'est pas grave, t'inquiète pas. Donc, comment ça marche? Comment ça marche? Alors, oui, alors, on n'a pas vu. On n'a pas vu. On va voir. Donc déjà, ce qu'on voit, c'est que il y a du monde, hein, et puis c'est sacrément épais. Alors c'est qu'une allumette de 350 watts. Hein, malgré tout, on voit que l'épaisseur, on voit qu'ils ont mis la couche. On voit que c'est bien chargé. Ils ont bien imprégné en étain. Pour dessouder ça, c'est bonjour l'ambiance. Hein. Donc dedans, il y a quand même quelques circuits intégrés à l'arrière du PCB. Ici, il y a un petit paquet, des diodes. Là, il y a un transistor ou un MOS, peu importe. Une diode peut être une Zener. Voilà. Donc, comment ça marche ce truc-là? Bon, alors, on va le faire simple. Je vais vous expliquer en gros comment ça marche, ce truc-là. On va zoomer ici. Voilà. Alors, je suis désolé parce que c'est un peu brûlé à l'écran. Donc, pour faire simple, vous voulez quoi une piste à un cheveu d'être en court-circuit? Oui. Alors oui, il faut être très honnête. La partie ici, la partie 230 volts, l'espace. Alors oui, ils sont à la limite. J'aurais jamais fait un truc aussi proche. Là, on a quand même 230 volts ici. Et là, on a la sortie, quoi. Je dirais ici, c'est la partie que l'on branche à l'ordinateur. Donc, il y a 5 mm, allez, 8 mm entre là et là. Donc, c'est pas génial. Donc là, comment ça marche? On a le 230 volts qui arrive ici. Ici, une série de self, condensateurs self, pour filtrer l'entrée. Enlever les parasites qui viennent de l'entrée et éviter que les parasites de l'alimentation ne reviennent sur l'arrivée, sur le secteur. Donc, pour éviter que la lime elle-même ne perturbe ce que vous avez dans votre maison. On a un fusible de protection. Voilà. Soudé. Oui, c'est du non-name, hein, c'est du pas cher. Théoriquement, ça va. Cependant, il faut pas que ça chauffe trop. Oui, franchement, oui, les radiateurs sont vraiment... Voilà. Minimalistes. Donc, rien d'extraordinaire. Filtre en mode commun. Donc, ici, condensateur. Voilà. C'est du Y, hein, pour qui relie donc la phase et le neutre sur la Terre. Donc c'est propre, c'est standard. Le pont de diode pour redresser l'alimentation 230 avec un petit condensateur en sortie. Encore un gros filtrage ici. Une diode anti-retour là, je pense, oui. Une diode anti-retour, elle est en parallèle, j'imagine. La diode anti-retour, elle est là. De là à là, non, elle sert à autre chose. Elle sert à autre chose. Et il y a un jumper. Non, bon, c'est pas grave. Donc,
Pareil, donc redressement, filtrage, et on lisse avec cette grosse capacité qui était une... Alors, je sais pas si on va arriver à lire. Pire, hein. Vous connaissez comment on enlève le condensateur sans le dessouder? Eh bien, on fait comme ça. Voilà. je viens de le dessouder. Björn, tu voulais dessouder un condensateur sans faire à souder? Ben voilà. Je viens de dessouder un condensateur sans faire à souder. Oui, je sais que tu connais, Tom. Donc 400 volts, 150 microfarades. Et c'est bien dessoudé, hein. On a vu la soudure est propre, machin. Bon, ici. Et en plus, ça a bien arraché là. Donc la soudure est vraiment de très très mauvaise qualité. Parce que en théorie, ça aurait dû arracher l'épine du condensateur. Donc ça veut dire que la soudure est vraiment de mauvaise qualité. Donc ça peut être ça en fait qui est défaillant, ça peut être l'étain là-dessus qui est de mauvaise qualité. Voilà. Donc la réserve d'énergie, hein. D'ailleurs on va pouvoir le mesurer lui. Tiens, on va mesurer s'il reste du jus à l'intérieur. Voilà. Voilà, 15. On va mesurer également, on pourrait mesurer au LCR, c'est l'étain ROHS. J'ai pas le testeur, donc j'imagine. Alors c'est en... On va zoomer. Non, ça c'est ma main. Une alim de 2012. 2012, 12, 21. Donc j'imagine 21 décembre 2012. Donc elle a quand même 12 ans. Et elle a fonctionné il n'y a pas très très longtemps encore. Bon, maintenant elle est cuite. Hein. De toute façon, je ne compte pas la réparer. Alors du coup, on va brancher le LCR mètre. Ah, c'est bien pour faire les ongles, ça. Ah oui, oh, je le sais. Je digresse. Tiens, d'ailleurs, on va essayer d'enlever un autre condensateur avec cette technique-là. Celui-là. Est-ce que ça va marcher? Non, à mon avis, je le casse, celui-là. Celui-là, je l'arrache. Voilà. Celui-là, je l'ai arraché complètement. Voilà, il est cassé. Et les pins sont restés coincés à l'intérieur. Pardon. Donc celui-là, c'était... Donc là, c'était mieux soudé. C'était quoi? C'était 10 000 microfarades. 10 volts, 10 000 microfarades. Non, c'est une blague. Ah non, 1000 microfarades. Ouh, j'ai eu peur. Alors, on va démarrer le LCR mètre. On va mesurer... Oui, ça va, t'énerve pas, toi. On va mesurer, lui, en quel état il est après 12 ans de fonctionnement. Donc, vous avez vu le LCR qui a démarré. Et on va enlever le module CMS. S'il veut bien. Tac, tac. Voilà. Et on va mettre un module exprès pour ça. Ah, mais j'ai mon bracelet qui est tombé. Mon petit bracelet est tombé. Sacrée technique de dessoudage. Oui. Ah, c'est vrai qu'on rapide. Alors, on va mettre ça. Hop, voilà. Correction. Oui, on fait la correction. Motion. Oui, parce qu'il faut... Oui, il faut que je l'étalonne quand même. Alors, ça fait un peu du bruit, je suis désolé. Voilà, on va l'étalonner. Mesure, et correction. Correction, je ne sais même plus comment on fait. Correction. En mesure ouvert. Open circuit. Oui, c'est parti. Oui, c'est un raccord très rapide. On va attendre. Voilà, il est en train de faire sa mesure de circuit ouvert. Voilà, après, avec ça, on va fermer le circuit.
Et après, on pourra mesurer notre condensateur, savoir s'il fait encore 150 microfarads. Alors, ça, désolé, ça prend un peu de temps. Il fait des tests. 86%, plus de 10%. Voilà. Ensuite, on va faire le test en short. Il faut que je déplace ce truc-là parce que ça bouge. Voilà. Mesure ma short. C'est parti. Donc, pendant qu'il finit sa mesure, donc ici, on a plusieurs choses, en fait, parce que ce truc-là, ça fait pas mal de petites choses. Ça fait le... Tu es déjà en short, oui. Profite avant qu'il pleuve chez toi. Ça fait plusieurs choses. Celui-là, normalement, si mes souvenirs sont bons, il fait le PFC. Le PFC, c'est pour que le facteur de puissance reste le plus proche de 1. En gros, sans trop rentrer dans les détails, un circuit électrique consomme de l'énergie. Mais il y a l'énergie active, l'énergie apparente et l'énergie réactive. Voilà. Et un appareil, suivant comment il consomme de l'énergie, il peut avoir, on va dire, un certain nombre de voltampères qui est supérieur à la puissance en watts. Par exemple, un appareil qui va consommer 100 watts peut en fait consommer 120 voltampères. Et l'intérêt du PFC, c'est que le nombre de voltampères soit au plus proche du nombre de watts. C'est-à-dire, on va dire 100 watts consommés, environ 100 VA de consommés. Voilà. Parce que c'est du courant qui est tiré sur ligne électrique de EDF, et forcément, au plus on tire de courant, au plus ça fragilise le réseau et les lignes. Donc l'idée, c'est qu'on ne tire pas plus de courant que ce qu'on en consomme réellement, de ce qu'on a réellement besoin. Voilà, on a fini notre test. Donc, on va faire notre mesure. Donc, je suis en auto LZ. OK. On va tester la capacité. J'ai un niveau de 2 volts. Voilà. Oh, ça va. Ça va, 142 microfarads, ça va. Pour 12 ans d'âge, je m'attendais à pire que ça. Franchement. Tiens, on va essayer de dessouder un condensateur en bon état. Voilà, on prend le gros. On prend lui. Voilà. On va tenter de dessouder celui-là et celui-là. Donc celui-là, il est ici. Voilà, c'est ça. On va zoomer un peu. Voilà, ce sont ces deux pistes-là. Et action parce que EDF facture en VA alors que... Alors non, il facture... Alors pour les entreprises, il facture des VA, pour les particuliers, il facture des watts. Important. Mais par contre, la coupure, j'aurais dû mettre un peu de... Bon, on va essayer. Un peu de flux. Donc les entreprises, elles ont tout intérêt à avoir le moins de VA possible, à être le plus proche de leur watts consommés. Ah, ça dessout très très bien. Là, j'ai déjà un côté qui est parti, un deuxième côté. Bien. Ah oui, c'est rond de la merde. Ah oui, alors là, je suis désolé, je parle très très mal, mais il est sorti tout seul. J'ai vraiment très facile. Donc celui-là fait 2... Alors on va le voir ici. Il fait 2200 microfarads, 10 volts. On va voir si c'est vraiment ça. Là, lui est tombé. Ah, ouais, c'est vrai que c'est très très court. Tu parles mal. Tu parles pas mal. Oui, ouais. Un caps. Oui. Caps. Capson, non. Capson. Compliqué à dire. 2200 microfarads. Alors je bouge légèrement. Ça va. 2300. Il est bon. Mais il finira à la poubelle quand même. Et le noir,
qui est juste là. La capacité noire qui est là. Donc ce sont ces deux ici, ce sont ces deux-là qui font lever. Donc pareil. Donc je suis à combien? À 400 degrés. Oui, ça va. Ça s'enlève très très facilement. Je vais être très honnête, j'ai rarement vu ça. J'ai rarement vu une alim où ça s'enlève aussi facilement. Ça y est, c'est fait en 2 secondes. Donc celui-là, pareil, 2200 microfarads, cap son, 16 volts, on va voir. Pour que vous puissiez le voir, voilà. 2147, 2123. Ah, là, c'est moi qui bougeais. Voilà, je touche plus. Voilà, ça y est. Ah oui, ça sert plus rien de le savoir. Alors, il y a longtemps, c'était pour la blague, je trouve ça assez rigolo. Comment savoir qu'une ampoule, elle est bonne? Eh bien, c'est facile. C'est facile pour savoir qu'une ampoule est bonne. Alors, tu casses l'ampoule, tu casses le verre, tu branches l'ampoule dans ta lampe de chevet, tu appuies sur l'interrupteur, et si ça fait pouf, eh bien, c'est qu'elle était bonne. Mais comme tu dis, ça sert plus à rien de le savoir. Donc, ben, ça veut dire que finalement, le 5 volts, il est mal généré ou elle est fatiguée. Donc, il y a un composant qui est en train de mourir là-dessus. Alors, ça peut être une des diodes qui se trouve ici. Donc, j'ai pas fini d'ailleurs d'expliquer comment ça fonctionne. Je vais essayer de finir d'expliquer rapidement comment ça fonctionne. Donc, nous avons notre réserve. Pardon. Voilà. Nous avons notre réserve d'énergie ici. Ah. Non, on va se mettre comme ça. Voilà. Nous avons notre réserve d'énergie ici, qui va être hachée par tout ce bazar-là, tout ça. Ça qui s'occupe du PFC, donc que les watts soient à peu près équivalents au volt-ampère, cette partie-là qui va également hacher pour l'envoyer là-dessus, sur ces deux bobines. C'est des transfos. D'accord? Oui, c'est bien ça. Donc, j'entends du bruit, c'est de l'orage. Bon. Ces transfos fournissent une réserve d'énergie magnétique, puisque ça va charger magnétiquement le transfo. Et quand il est chargé magnétiquement, il va après se décharger ici, grâce à ces diodes ultra rapides, c'est des Schottky, qui vont après charger les condensateurs. Et qui vont ensuite alimenter l'ordinateur. Ça, on va dire entre 80 000 et 200 000 fois par seconde suivant l'alimentation. Je dirais que celle-là, elle devrait tourner dans les 100 kHz. Vu la taille, peut-être même plus, peut-être même 150 kHz, parce qu'il est vraiment petit, le transfo. Moi, peut-être même 200 kg, oui. C'est pas impossible, ça tourne à 200 kg. Et puis, vu la taille des transbars, là... Qu'est-ce que c'est comme référence? Hop, fais-moi la mise au point. D'accord, je sais pas ce que c'est, je connais pas. GPT-13N, je sais pas ce que c'est, je connais pas du tout ces références. Je sais même pas qui fabrique ça. Oui, c'est énorme. Bah oui, ça reste un transfo. Hein. Ça reste un transfo dans tous les cas. C'est de toute façon, un transfo, c'est une self. Hein. À part qu'il y a plusieurs enroulements. Mais ça reste un transfo, bien sûr. Et c'est pas optimisé, en fait. C'est une réserve magnétique, c'est-à-dire que les transistors ici vont charger les transistors vont charger magnétiquement le transfo. Donc il y a une énergie magnétique qui va s'accumuler, qui va ensuite se décharger à travers ici, donc ces différentes diodes, on appelle ça une barrière en Schottky, qui vont ensuite se décharger donc sur les condensateurs à travers les selfs qui sont là, et donc dans l'ordinateur qui va consommer l'énergie. Voilà. Donc c'est le magnétisme. Voilà, donc rien, c'est pas très très compliqué. Et par contre, ce qui est très très compliqué, c'est d'optimiser chaque composant
pour avoir le moins de pertes d'énergie possible, vraiment, pour que ça chauffe le moins possible, pour qu'il y ait le moins de problèmes de surtension, parce que quand c'est mal optimisé, on peut avoir des retours de courant, c'est-à-dire que l'énergie qui est là, l'énergie qui est dans ce transfo, elle n'est pas assez transmise ici, et elle retourne là, sur les transistors, ce qui peut les faire claquer. Par exemple, ici, on a un réseau snubber. Où est-ce qu'il est ici, le snubber? Je ne le vois pas. Il n'est pas derrière. Je pense qu'il est derrière, ouais, on dirait. Un réseau snubber, c'est en gros, ça permet d'absorber de l'énergie. C'est une perte de toute façon. Mais pour éviter que ça vienne se décharger dans les transistors. Voilà. On s'en sert également pour les interrupteurs dans les maisons. Les snubbers, ça évite que les interrupteurs fassent des arcs. Très pratique. D'ailleurs, je ne comprends même pas que ce ne soit pas dans la norme d'avoir des snubbers dans les interrupteurs. Parce que ça éviterait bien les problèmes. Alors, un snubber, c'est juste une résistance à un condensateur. Voilà. Mais ça évite pas mal de soucis. Voilà, donc, du coup, ici, la barrière Schottky, donc, qui est faite par ces diodes ici. Voilà. Passe à travers des condensateurs et des selfs pour se retrouver ensuite en sortie. Donc, mais il y a un truc particulier ici. Alors, est-ce que c'est une spéciale, celle-là? Non, c'est pas une spéciale. Oui, parce que avant, donc il y a bien longtemps, c'était pas aussi complet. C'est-à-dire qu'en fait, on utilisait un seul transfo avec plusieurs bobinages pour générer à la fois le plus 12, le plus 5 et le plus 3.3 volts. Qui explique comment ça? Oui. Et oui, tu veux pas poser de lien, je suis désolé, Tregui. Oui. Yorzan avait posé cette vidéo. Alors oui, elle est assez bien faite pour les novices, effectivement. Je trouve qu'elle est relativement bien expliquée. Après, personnellement, je préfère une personne qui explique particulièrement bien, mais c'est de l'électronique très avancée et ça explique en détail le fonctionnement. Voilà, c'est The Cat Kim Show pour celles et ceux qui connaissent. Donc c'est une fille qui fait de l'électronique de puissance, qui fait la lime à découpage et qui explique du coup tous les différents fonctionnements et les différentes étapes dans le fonctionnement d'une alimentation à découpage, comment ça se calcule et comment on prévient les différents problèmes qui peuvent survenir. Donc c'est The Cat Kim Show. The Cat Kim Show. Alors, je ne sais pas si elle fait encore des vidéos. Là, on a fait un petit paquet. The Cat Kim Show. Je crois que c'est ça, sa chaîne. Je suis abonné, mais je crois que ça fait un petit moment qu'elle n'a plus rien publié. Très très bonne chaîne d'électronique de haut niveau. Voilà. Oui, c'est ça, oui. Ouais, ça fait un petit moment qu'elle poste plus grand-chose. Il va dire, oui, alors rigolo, mais oui, alors à éviter. Alors, lui, il maîtrise, mais ce que j'aime bien dans The Cat Kim Show, c'est que la personne, elle va t'expliquer vraiment comment ça fonctionne, comment ça se calcule surtout, et comment on en vient à choisir tel et tel composant. Pourquoi? Pourquoi cette valeur? Pourquoi pas cette valeur? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si tu suis, en fait, elle te fait des cours, littéralement, de comment faire une alimentation à découpage de qualité. Voilà. Alors, on va pas faire cramer les trucs parce que c'est pas rigolo, même si on pourrait. Hein, très honnêtement, j'ai une alim, je pourrais lui balancer du 60 volts et puis voir ce qui se passe, mais on va éviter. Donc voilà, donc une alim plutôt de mauvaise qualité, de très mauvaise qualité déjà parce qu'elle se dessoude un peu trop facilement. D'ailleurs, on va essayer. Donc j'ai juste un étain, voilà, on va le voir ici. Voilà, j'ai un étain qui est un peu sale. On voit, non, on voit pas. Voilà, on va voir. Mon étain est sale. Ça ne devrait pas prendre aussi facilement. Je sens déjà la chaleur. Ouais. L'étain est vraiment de mauvaise qualité. Très très mauvaise alim. Bon, j'ai pas assez d'étain. On va rajouter un petit peu. Voilà. Vraiment
vraiment un lime de très très mauvaise qualité. Ouais, je sens déjà la chaleur. Et ça bouge déjà. Voilà, on le fait bouger. Ah, mais ça ne voit pas, pardon, excusez-moi. Voilà, on le voit bouger déjà à l'intérieur. C'est de l'adobe. Vraiment, un lime de très très mauvaise qualité, n'achetez pas ça. Ouais, on va essayer de faire un petit truc. Voilà, on va voir. Voilà, ici. Ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de déposer de l'étain, voir si ça se dépose facilement ou pas. Voilà, ici. On va voir si on peut lui faire prendre une bille d'étain facilement. Donc je suis bien là, voilà. Donc là, je suis à 400 degrés. En même temps, une de bonne qualité, ça coûte plus cher que le PC complet, oui. Voilà, ça coûte 200-300 euros de même qualité. Ah oui. Oh, impressionnant. Impressionnant. Regardez la vitesse à laquelle ça fond. Dans une alim, j'ai jamais vu ça. Ah, c'est vraiment de la daube. Hein. Ça devrait pas fondre aussi vite. Je peux me balader sur l'étain et ils fond directement au contact. C'est pas honnêtement, je pense pas que ce soit du ROHS. C'est pas possible. On va essayer un endroit où il y a plus d'étain. Où est-ce qu'il y a plus d'étain? Ici, là, il y a un petit bout là. Là. On va voir. Ouais. Ouais, oui, je peux l'enlever. J'enlève l'étain. Littéralement, j'enlève l'étain. Regardez. Et ici, pareil. Ouais. Ouais, je pense, Rémi, que tu as raison. Les soudures de ton clone de Raspberry Pico à 1,79€. Ah oui, quand même. Fondent moins facilement que ça. Oui. Ah oui. C'est soudé, l'antimoine. C'est soudé. L'antimoine. Ah, c'est triste. Hein. C'est triste de voir des soudures de si mauvaise qualité. On va essayer celle-là. Donc, j'ai pas de flux. Hein. Ah, là, c'est un peu plus dur, là. Non, ça part aussi. Non, c'est de l'adobe. Et celui-là, on va réessayer aussi. Ça y est. Hop là. Et voilà, on voit la vague qui se propage, la température, là. Voilà. C'est de l'adobe. À éviter. Ne reproduisez pas ça chez vous. Voilà. Poubelle. Et quand je pense que j'utilise ça dans un serveur, et je blague pas, cet alim, je l'ai utilisé dans un serveur. Bah oui, j'avais ça sous la main, ça avait l'air de tenir le coup, oui. Mauvaise idée. Très mauvaise idée. Ça finira à la poubelle. Ça devrait même pas être vendu, ces horreurs-là. Ah, j'entends l'orage qui se rapproche à nouveau. Ça s'était calmé. Alors, on va retourner donc du coup sur ce que l'on faisait tout à l'heure. Donc ça. On change de vue. Voilà. Voilà. Coucou. Et on va rebrancher. Donc 4,993. C'était tout à l'heure. Je ne l'ai pas noté, mais c'est pas très grave. Et on le rebranche et on va voir ce qui se passe. Voilà. Ça monte. Il est en rouge à l'intérieur, vous voyez, il y a le voyant rouge. Alors le voyant rouge, c'est pour dire qu'il n'est pas encore à la température. Donc on ne peut pas utiliser ça. Il est éteint, il est monté à la température. Voilà, 4,994. Hop, il est redescendu à 4,993. Et vous voyez la consommation 150 mAh, on est monté pas de plus. Et là, on descend. 145, 144.
et il va se stabiliser. C'est beau. C'est tellement beau. Voilà, on va l'éteindre. Ah, le gallium, j'en ai. Je sais plus où je l'ai mis. J'en ai, je crois. Où est-ce que je l'ai? Ça fond à 130 ou 140 degrés. Je sais que j'en ai. Je sais pas où je l'ai mis. Je m'en sers. Alors, je m'en sers pour dessouder. Et je m'en sers aussi pour souder le cuivre. Voilà, il est là. Un truc tout neuf. Non, non pas celui-là. Je vais montrer. Pendant que ça se stabilise, on a vu donc 100 mA, hein, tout à l'heure c'était descendu à 75 mA, 80. Donc ça c'est du... non, vous voyez pas, mais RJ45, fameux adaptateur, non. On va réduire un petit peu. Voilà. Donc ce truc-là, ça fond à 138 degrés. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Je sais pas. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Plomb bismuth. Voilà. Non. SN, éteint. Éteint bismuth. Éteint 42%, bismuth 58%. Voilà. Taille des particules entre 25 et 45 micromètres. Point de fusion 138 degrés. Voilà. Ce truc-là est absolument génial quand vous voulez bidouiller sur un... comment ça s'appelle? Pour souder du cuivre, ce genre de choses. Souder des caloducs. Voilà. Parce que comme le point de fusion est très très bas, ça évite de les flinguer les caloducs. Pardon. Quand vous les chauffez trop, ils gonflent et ils s'éclatent. Voilà. Donc, et s'ils s'éclatent, c'est mort. Hein, ça sert plus à rien. Voilà. Donc, on retourne ici. Voilà. Donc, toujours pareil. Le fil est toujours au milieu, c'est pas pratique. Est-ce que je peux faire quelque chose pour changer ça? Non. Voilà. Oui. Ah, le gallium pur, ça fond à 30 degrés. Ah ouais? Ça fond à la température du corps externe. Ah, c'est pas comme les M&M's alors. Ah, je savais pas que ça fondait à 30 degrés le gallium. Ah oui, effectivement, oui, il vaut mieux pas mettre ça dans la bouche directement, c'est un petit peu dangereux. Ah pardon, excuse-moi, PDP Maker, j'ai pas eu ton message, j'imagine que tu es plus là. Écoute, profite bien du jardinage en tout cas. Et là, on voit le courant diminue, hein, 93, 94 mA. En fait, il se stabilise. Il se stabilise tranquillement. Et là, vous voyez coucou. Et non, vous voyez même pas. Si on remet les lunettes. Si on remet les lunettes. Ah ouais. Coucou. Non. En électronique, on s'amuse comme on peut. Du coup, on va faire la même opération que la dernière fois. Donc, on a une... Ah, l'orage. On a une référence de tension qui est bien précise. D'accord. On a ici un petit multimètre. Ben, ça serait intéressant de savoir comment ça sort en tension précisément, puisqu'on a 5 et quelques. Eh bien, on va jouer. Allons jouer. Alors, il me faut du coup un connecteur spécial pour brancher tout ça. Et... je sais pas où j'ai mis.
il est là. Le coquin, il est passé là. Voilà. Alors, comme ces trucs, c'est standard. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ces trucs-là, c'est super bien. C'est pareil, j'utilise la BNC, le câble BNC qui est blindé quand on prend un câble de qualité, genre celui-là. Donc, c'est bien de faire des mesures. Voilà. Et en plus, l'espacement est standardisé. Si bien que vous le mettez n'importe où. Et ça tient tout seul. Voilà. Sauf le truc bête. Alors, vous n'allez pas forcément voir peut-être des mêmes... Ouais. Sauf ici. Voilà. Vous voyez passer à travers. Hello Vince. Voilà. Là, vous voyez pas. Mais voilà. Ça marche pas. Mais c'est fait exprès. La forme, on va dire... juste assez pour faire un live. Voilà. C'était le but d'ailleurs du jour. Donc, la consommation 90 mAh. On a une tension de sortie qui est à 264 microvolts. Et maintenant, on va mesurer avec celui-là, le multimètre. Et hop là, et voilà. Voilà. Bah, du coup, c'est moins intéressant. Forcément. Forcément moins intéressant. Ça ne bougera pas. En fait, ça ne bougera quasiment jamais. Juste le dernier digit va bouger un tout petit peu. Mais en fait, vu que ça, c'est au-delà de la précision de cet appareil-là, en fait, c'est l'imprécision de cet appareil-là que l'on va voir. Voilà. Voilà, on a l'impression que ça monte. Alors qu'en réalité, non. On peut voir les deux en même temps. J'ai ce qu'il faut pour ça. Alors, du BNC, je vais avoir des doubleurs en sortie. Qu'est-ce que j'ai? Des atténuateurs. Voilà, on va avoir un doubleur en sortie. Hop. Voilà. 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 Overload, machin, truc, oui, c'est normal, merci. Ah, hop, la tension a un petit peu baissé. Alors oui, donc, étant donné que ça, non, mais on voit pas bien, évidemment. Voilà, on verra bien. Étant donné que ce composant est une référence ultra précise, d'ailleurs, on voit que alors, on voit pas bien, là. Voilà, on voit un petit peu. Suivant la charge qu'on lui met en sortie, la précision va forcément diminuer, ce qui est tout à fait normal. Donc c'est pour ça qu'en général en sortie, on va alimenter une source bien précise et on va pas y toucher. Voilà. Donc là on voit que ça ne bouge pas. Et lui 36, 37, 36, il varie. 37. Alors que là ça change pas. Hein. Et en fait ça varie, non pas parce que lui est imprécis, mais juste parce que c'est la précision de l'appareil là qui varie. C'est-à-dire que cette tension est tellement stable qu'en fait, on est en train de voir que la référence de l'appareil, elle n'est pas assez stable. Et du coup, on peut déterminer que cet appareil, il est moins stable que celui-ci. Voilà. Oui, en plus, si je tire le fil, ça ne va pas le faire. Voilà. Voilà, 40, 41. Ça monte. Alors qu'on voit, la tension n'a pas bougé d'un pouce. Hein, 262 microvolts. Tout va bien. Tout va bien à bord. Alors ensuite, il faut savoir que ce multimètre, comme tous les appareils, normalement, un appareil de mesure, quand on fait des mesures précises, on les démarre une demi-heure, voire une heure avant. Évidemment. Parce qu'ils ont une période pendant laquelle ils sont instables et une période où, après avoir démarré, ils sont suffisamment stables pour donner une mesure précise. Et là, on a vu, il redescend. 37, 36. Il se promène un peu plus, un peu moins. Il fait sa vie.
Alors tout à l'heure, quand on avait branché la référence de tension, donc au début du live, on avait 4 volts, 993 millivolts et 262 ou 263 microvolts. Là, on a perdu environ 1 à 2 microvolts. Voilà, on va refaire une moyenne. Voilà. Alors, il faut savoir qu'en interne, cet appareil, il a un peu plus de digits. Il y a 1 ou 2 digits de plus derrière, mais bon, c'est que pour les calculs internes. Ce qui fait que la déviation standard, là, on est à 200 nanovolts. Évidemment, il n'y a pas 200 nanovolts. Alors, on pourrait faire un truc rigolo. On pourrait faire une soustraction de référence de tension pour voir l'instabilité de celle-ci. Oui, parce que celle-ci, elle est précise, mais c'est pas non plus un truc extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, il suffirait de mettre celle-ci en série avec celle-là, mais à l'envers, pour annuler les 5 volts et voir l'imprécision de cette référence-là. Mais là, je peux vous dire que là, tel que c'est là, c'est très précis. Vraiment. Et lui, il est complètement dans les choux. Alors, totalement. Alors, du coup, on va essayer avec notre multimètre. Hein, puisqu'on y est. On va prendre lui. Voilà. On va prendre ça. Un truc pas cher. Voilà, qui mesure déjà une tension alors qu'il n'y a rien de branché. Mais ça lui fait plaisir. Et on branche. Bon, ben là, je sais pas comment vous dire ça. Alors 4,99,3, ça devient 4,96,6. Autant vous dire qu'il y a quand même une sacrée différence. C'est pas oufissime. Voilà. Et la consommation est stable, hein, 0,83, 0,82, 0,81, donc entre 80 et 85 mAh de consommation pour cette référence de tension, qui en théorie, alors maintenant on va dire les choses, donc en théorie cette référence de tension est censée être maintenant la référence de tension ultime, puisqu'elle est censée remplacer les différents circuits qui utilisent le LTZ1000 et le ADR1000. Donc en divisant le coût par 5, ce que je disais tout à l'heure. Maintenant, à voir si dans un an, elle a montré qu'elle était au niveau ou pas. On verra. On va y croire. Hein. En tout cas, pour le prix, c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher. 200 € pour ce truc-là, c'est que dalle. C'est-à-dire que même telle qu'elle est là, c'est vraiment ridicule. Voilà, depuis que je l'ai rebranché, alors on a joué avec, donc là je vais le débrancher, je vais le rebrancher. Donc ça va perturber un petit peu, mais c'est pas grave. Voilà, on va effacer et on rebranche. Non, on réefface et on rebranche. Voilà. Donc 259,2. Alors on peut modifier la précision, enfin on peut bidouiller l'appareil pour qu'il affiche un peu plus de précision. Il suffit pour ça d'utiliser ce qu'on appelle un scaling. Offset donne. Voilà. Et là on affiche les nanovolts. Voilà. C'est une petite technique qui permet d'afficher un digit de plus. Alors, ce qu'on peut bidouiller maintenant, du coup, on est en... Alors, on a 100 PLC, ça veut dire qu'on a 100 battements de fréquence secteur par seconde pour la mesure. Donc, la mesure se fait en gros en 2 secondes, du coup. Puisque 100 battements du secteur, ça correspond à 2 secondes. Donc, si maintenant, on va baisser, franchement, c'est précis.
On va le baisser, mais on va attendre encore un petit peu. Là, on a déjà fait 12 mesures. Déviation standard de 277 nanovolts. Un span de quasiment, allez, on va dire 1 microvolt. C'est rien du tout. Pour un circuit d'évaluation qui coûte rien, hein. C'est-à-dire que ce circuit d'évaluation, il coûte moins cher qu'un équivalent. Et en plus, ça se branche en USB, ça marche de suite. Et ça sort 5 volts, calibré. Alors, il faut quand même avoir la valeur de référence, mais de toute façon, je vais l'écrire, hein. D'ailleurs, il me faut mon étiquetage pour écrire la valeur. Je ne sais pas où elle est passée. On a dû me la piquer. On a dû me la voler. Voilà. Enfin, voler, c'est mes grands mots, évidemment. Me l'emprunter. Ça marche bien, hein. Franchement, ça marche très très bien. Je m'attendais à quelque chose de qualité. Donc honnêtement, je ne suis pas vraiment surprise. Alors on va faire une petite bidouille pour jouer. On va voir maintenant en baissant le nom de PLC. Donc là, on fait environ 10 mesures par seconde. En réalité, c'est un peu moins. C'est en gros 5 mesures par seconde. Mais ça dépend son temps de traitement. Voilà. Donc c'est moins précis. L'appareil est moins précis dans ses mesures. Vous voyez, il a déjà un span de presque 2 microvolts parce qu'il fait plus de mesures. Donc du coup, il va perdre en précision. Donc on va augmenter et on va voir si on peut faire... Je ne sais plus si on peut le faire. Non, on ne peut pas faire plus de 1 seconde. Donc PLC de 100. Voilà. On efface. Donc l'idée pour faire une mesure sur une durée importante, c'est en gros de faire environ 100 mesures, noter la valeur, et dans 1 heure, refaire 100 mesures, noter la valeur moyenne évidemment, et faire ça sur une période. Alors ça peut s'automatiser évidemment, puisque cet appareil, on peut le brancher en réseau et faire ça avec des commandes en Python. Je ne vais pas le faire. Mais par contre, je vais noter sa valeur. Et je vais l'écrire. Voilà, je ne sais pas trop ce que vous en pensez. Mais moi, ça me plaît bien. Voilà. Je pense que c'est tout. On a fait le tour aujourd'hui. Alors, on va le laisser fonctionner tranquillement. Moi, je vais vous laisser. On va faire un petit raid. Puisqu'on a fait le tour. Franchement, je vous remercie énormément pour ce live qui était vraiment sympathique. Alors, je vais changer de scène. Ici. Voilà. Donc, on va faire un petit raid chez qui chez Prodimage. Voilà. On va faire un petit raid chez Prodimage. Allez, raid. Il y a Hackeuse aussi. On va dire Prodimage, on va chez Prodimage. Voilà, donc je vous invite à aller chez Prodimage, à aller faire du bruit chez lui. Voilà, on met l'écran de fin et je lance le raid. Merci à toutes et à tous d'être venus, merci pour les abonnements, merci pour les subs également. Merci pour beaucoup, merci pour tout. Passez un très très bon week-end, un très bon dimanche et une bonne semaine. Et peut-être qu'on se verra lundi soir. Voilà.
Merci à vous. À bientôt. Merci, merci.